Bonjour, merci d'être là, c'est chouette. Bienvenue pour ce temps ensemble. On va vous parler de comment on peut transformer c'est quoi notre sujet déjà? Les comportements, un truc de fou. Les comportements en achat durable. Du coup, Guillaume Muller, planeur stratégique de l'agence communication responsable CIDIES, agence pionnière en communication responsable. Et Séverine Millet, qui est une compagnonne de route qui défriche des sujets qu'on essaye, nous, de transformer en changement de mode de travail pour produire une communication plus efficace. Et donc, Séverine, elle a créé Nature Humaine il y a 15 ans 17 ans. Et on s'est retrouvé à éditer sa lettre d'information graphiquement. Elle l'écrivait et nous on la mettait en page. Et là, on a vu que c'était bourré de choses intelligentes. On est une agence qui existe depuis fin du XXe siècle. Ça ne nous rajeunit pas. Et on essaye effectivement de rétablir la communication qui se dégrade entre les publics finaux et les grands émetteurs. Que ce soit des consommateurs, consommatrices, collaboratrices, collaborateurs. Vraiment, on a plus tendance à croire son copain, son cousin, son voisin, même si c'est un copain digital, il est petit. Et donc, il y a une décrédibilisation des grands émetteurs. Or, les grands émetteurs ont un impact énorme. Donc voilà, c'est ça que je fais chez CIDIES. Et que Séverine nous aide à faire, parce que c'était sur ta présentation que j'étais parti. On est vraiment compagnons de route. Et juste pour cadrer un tout petit peu plus, donc moi, je me suis posé la même question que beaucoup de gens au début des années 2000, parce que je faisais aussi la formation aux enjeux sectoriels RSE dans les groupes. Et je voyais bien que les gens étaient intéressés, mais qu'après avoir suivi les formations, ils ne passaient pas forcément à l'action, qu'il y avait des gros problèmes de mise en œuvre. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on se rapproche des sciences humaines, cognitives et sociales, c'est-à-dire la psychologie sociale, anthropologie, neurosciences, etc. Beaucoup de disciplines. Et que je fasse de la vulgarisation pour comprendre, en fait, pour pouvoir répondre à la question pourquoi on ne change pas, alors qu'on sait qu'il faut le faire et qu'a priori, on sait quoi faire pour pouvoir changer. Donc, du coup, voilà, la Nature Humaine a été créée sur cette idée de rendre accessibles ces connaissances pour les acteurs de terrain, les rendre opérationnels, en faire des outils pratiques de compréhension, d'évaluation, de diagnostic, et justement pour pouvoir intégrer cette notion de facteur humain, de dimension humaine du changement à l'intérieur des plans d'action RSE et des plans climat pour les collectivités publiques. Donc voilà, c'est ce travail qu'on fait avec Guillaume, c'est de marier nos deux expertises pour pouvoir faciliter l'achat responsable. Elle déniche des choses et nous, on essaye de les faire marcher, faire adopter, de l'injecter dans les métiers de communication, en gros. On y va ? On y va. On commence avec ce qui nous réunit. On n'en m'entend pas assez ? Pour la caméra, pardon. Bonjour caméra. On va commencer par ce qui nous réunit sur Produrable. Et nous et tous les gens qui ne sont pas là aussi, qui sont de plus en plus nombreux, comme nous, on est de plus en plus nombreux, ça tient en une image. Est-ce que vous la connaissez ? On dit beaucoup de grands discours. Qui connaît cette image, un schéma de schéma ? C'est une convergence très très nette. Dedans, il y a tout. Les espèces perdues en bas à droite. L'agriculture de crevettes, 2 étages au-dessus. Et puis les PIB et le CO2, bras dessus, bras dessous au premier étage, enfin tout en haut. Et donc, on nous explique que l'emballement serait peut-être devant nous. Et ce schéma date de 2010. Devant nous. Et donc, la collapsologie reste un gros mot. Et c'est pas le pétrole ou le plastique le problème. Le problème, c'est nous qui créons ça, en fait. Et donc, comment accélérer nos changements
accélérer. En fait, on en a fait, nous, le cœur chez CDS de notre mission, bonne petite entreprise à mission. Et ce faisant, on s'est mis le nez dans notre contre-performance. On a vu à quel point c'était difficile. On fait de grandes campagnes de pub, pas que nous, tout le monde. Les COP sont des matraquages de messages massifs. Et pourtant, de nombreux lancements d'innovation durable sont des flops. Ils font pchit. De nombreuses startups peinent ratent leur passage à l'échelle. On a quelqu'un qui lance une marque de meubles éco-responsable. Est-ce qu'elle est assurée de réussir? Quelles vont être ses difficultés? Et si on vendait aussi facilement les rénovations thermiques que les SUV, ça serait génial, non? Et qu'est-ce qui coince? C'est la question qui nous fait aller sur cette page-là. Et ben, dans le cas de la communication, qui réussit à générer de la consommation et de manière super efficace, on veut juste un changement d'achat. Ou un changement, si on est plus pointu, de fréquence de consommation, ou de niveau de prix, ou de marque, d'enseigne, où on va aller plutôt chez Super U. Mais dans les changements de comportement durable, c'est un changement de critères d'achat, pas d'achat. Un changement de mode d'alimentation, de mode de transport, etc. Et ça veut dire que on travaille un nouvel objectif avec des enjeux plus personnels, plus profonds, mais avec de la com classique, qui garde en clé de voûte les critères pour choisir quel message on envoie à qui, et à ces fameuses cibles, en fait, qui sont des humains, alors qu'une cible, c'est inerte et ça ne répond pas. Alors on imagine si les cibles répondaient au stand de tir. Qu'est-ce que ça produirait? Voilà, nous on est là, on est dans un stand de tir, et c'est inadapté parce que les cibles répondent. Et c'est un carnage. Et donc aujourd'hui, on segmente sur quoi classiquement? Quoi on vise? Eh ben, on vise avec les CSP, l'âge, le revenu, le niveau d'éducation, c'est du béton. Sauf que ces critères ne sont pas aussi pertinents pour la transition. Regardez le chiffre qu'une étude réalisée à partir de 29 autres études donne sur la force prédictive des facteurs socio-démographiques classiques. 9%. Bonjour la performance. 9 € sur 10, hop, poubelle. Ah, on sent bien l'accélération, on la sent bien fort. Et donc, je laisse ma collègue compléter ce diagnostic et ouvrir peut-être une voie derrière avec ce schéma. Bon, ça, c'est pour le fun. C'est mon image préférée depuis 15 ans. Je pense qu'elle montre bien la situation. Effectivement, tout le monde veut que ça change, mais personne n'a envie de changer. Voilà. Alors, c'est pas que personne n'a envie de changer, c'est que changer, c'est complexe. Parce que nous sommes des organismes vivants extraordinaires qui sont aussi faits pour l'adaptation. Et donc, on s'adapte très bien, mais quand on est très adapté, c'est plus difficile de bouger du coup. Donc, ça va se passer à différents niveaux, au niveau cognitif, au niveau du cerveau, beaucoup, mais aussi au niveau biologique. Donc, tout ça va interagir. Notre cerveau est capé pour maintenir un statu quo, de façon à rendre notre quotidien vivable, acceptable, confortable, et de pouvoir gérer des informations nouvelles, tout en gérant ce que j'appelle le backup, c'est-à-dire tout ce qui nous permet d'ouvrir sa porte avec les clés chaque jour sans avoir à réfléchir. Ah, mais alors qu'est-ce que c'est? Ce truc rond, ça rentre, on trouve, je tourne. Voilà. Donc, vous voyez, l'apprentissage génère beaucoup d'habitudes qui font que ça va créer ce statu quo et la complexité du changement. Alors, de quoi on parle? C'est le facteur humain ou la dimension humaine du changement. C'est tout ce qui a trait à l'humain. Donc, c'est toutes ces dimensions qu'on peut observer à travers différentes disciplines dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, les neurosciences qui s'occupent de savoir comment fonctionne notre cerveau, et notamment pour créer la pensée, les normes sociales, les croyances, les représentations, qui structurent notre relation au monde, qui nous permettent de nous comporter d'une façon adaptée à notre environnement immédiat. Et puis, on va avoir la psychologie, qui se construit à travers le grandir, enfin, le fait de croître dans sa famille, l'éducation, la culture dans laquelle on vit, les apprentissages, etc. Puis, on va avoir d'autres disciplines qui vont venir compléter. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle le facteur humain. Et tu peux passer au suivant. Moi, j'ai tendance parce que mon métier aussi, c'est de former au facteur humain dans les enjeux climatiques, écologiques. J'ai créé des dispositifs aussi d'apprentissage, et ça me permet de dire que le facteur humain
Tu es coach aussi, j'ai oublié de le dire. Oui, je suis coach aussi. Que le facteur humain, on peut l'observer de deux façons. D'une façon verticale, qui est une cartographie de l'humain. On va s'intéresser effectivement aux aspects individuels du comportement, aux aspects collectifs, sociaux. Donc individuel, on va avoir les biais cognitifs, on va avoir les habitudes, on va avoir tout le profil psychologique de la personne. Est-ce qu'il est plutôt rebelle, enfin, ces choses-là. Et puis les facteurs sociaux collectifs, ça va être les normes à laquelle on adhère pour vivre collectivement, par exemple. Puis on va avoir aussi les facteurs organisationnels. Ça peut être dans une organisation, dans une entreprise, comment fonctionne l'organisation. Donc ça va arriver parfois que ça se situe juste. On me dit, ça bloque, on a un magnifique feuille de route RSE, mais ça coince au niveau du déploiement et on va regarder. Et puis ça va être dans un de ces cadrans. Donc ça peut être organisationnel. La façon de s'organiser va être contre-productive par rapport à la mise en œuvre du plan d'action. Mais ça, je ne vous apprends rien. Et puis après, il y aura le contextuel. Est-ce qu'on est en crise économique, sanitaire? Est-ce qu'on a les moyens, etc., etc. Et puis, non, je t'en prie, c'est parfait. Donc, et il y a une autre façon d'observer. Donc là, on était sur la cartographie de l'humain dans son environnement direct et puis culturel. Et puis là, on peut le regarder aussi, et c'est ça, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser plus aujourd'hui, c'est une représentation plus dynamique du processus de changement, c'est-à-dire les étapes qu'un individu va traverser du point de vue psychosocial et cognitif, donc les étapes humaines qu'un individu ou une organisation doit traverser pour être en capacité non seulement de changer, mais de le faire durablement. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on parle beaucoup de changement de comportement, de passage à l'action, il faut que les gens changent de comportement, on va faire 450 changements de comportement cette année, etc., etc. En fait, on voit que, regardez l'action, en fait, donc on a après contemplation, préparation, donc c'est déjà 3 étapes, chacune a un sens précis. Et puis action est qu'en 4e. Et en plus, c'est en rouge, parce qu'il se trouve que c'est la plus fragile, la plus sujette à rechute. Puis après, vous avez encore maintien, alors rechute et sortie permanente. Vous voyez? Donc du coup, toutes ces étapes, elles vont vous permettre de profiler des individus. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. Avant de dire ça, je vous montre peut-être rapidement les risques qu'on prend à ne pas tenir compte de ça. Parce que c'est vrai que moi, il y a une réalité vraiment dans cette prise en compte. Donc les effets rebonds négatifs, on a tous entendu parler de... voilà, on a une voiture électrique, donc on a un sentiment qu'on consomme moins d'énergie, du coup on roule plus vite. Le fait donc on a une voiture moins émettrice, du coup on roule plus vite. On a un bâtiment mieux isolé, du coup on ouvre les fenêtres en chauffant ou on chauffe plus. Voilà, tout ça c'est les effets rebonds. On va avoir aussi un rejet ou un défaut d'appropriation. Donc la demande de changement va pas être prise en compte. On va avoir des erreurs de ciblage. Donc ça, c'est ce que je rencontre le plus. C'est-à-dire que mon action n'est pas du tout adaptée à la cible que j'ai choisie. Parce qu'elle est adaptée. Par exemple, si on reviendra tout à l'heure au modèle, mais on imagine en fait que je voudrais que ces personnes-là changent leur comportement. Or, elles ne sont pas du tout à un stade qui leur permet de le faire. Il y a des étapes à passer avant. Ou bien des erreurs d'action par rapport à mes cibles habituelles. Voilà. Donc erreur de ciblage, erreur de public, absence d'impact, inefficacité, si on a la capacité de mesurer. Voilà. Et donc, du coup, et aussi très, très fort, très présent dans les questions écologiques et climatiques, un fort sentiment d'impuissance face à la charge. C'est vrai que vous connaissez les feuilles de route, c'est souvent massif, ça demande un changement assez profond. Le niveau de changement pour les entreprises qui vont vers un modèle plus régénératif, plus durable aussi, peut mettre la barre très haut. Donc on va être dans un sentiment d'inefficacité ou d'incapacité qui va en fait générer de l'incapacité à se mettre en mouvement. Voilà, donc tout ça, ce sont les risques qu'on prend à ne pas tenir compte de cette réalité humaine du changement. C'est toi ou c'est moi là ? Alors, on peut prendre à 2, mais grosso modo, il y a plusieurs mises en forme, plusieurs étapes. Ce schéma donc de modèle transthéorique, c'est quelque chose qui est de manière une agrégation, c'est une consolidation de plein d'études qui ont été menées par des gens qui sont spécialisés sur les changements de comportement difficiles. On veut changer, on change pas, ça nous fait du mal, on continue. Et à terme, ça peut même nous tuer, les addictions. Et les addictologues
on fait des travaux enfin, très nombreux depuis le milieu du XXe. Il y a une équipe qui a consolidé, qui a agrégé et qui ressort avec des étapes relativement standards. Vous avez entendu parler des étapes du deuil. Là, ce sont celles que vient de vous présenter Séverine. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que... Je suis en train de faire marche arrière, c'est ça? Non. C'est que pour nos messages de communication, c'est que les publics différents, aux différentes étapes, prennent une oreille différente, prêtent une écoute différente. Et cette écoute les rassemble bien plus entre eux que les CSP. Donc la question, c'est comment on va réussir à les rassembler par grappe. Avec quelle baguette magique, bâton de sourcier? Ouais, je fais une petite marche arrière. Je me dis que c'est pas mal qu'on vous présente un peu les étapes quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Avant d'aller, puis donner des exemples. Je fais ça rapide, ça va pour toi? Alors, il faut que tu reviennes au modèle sans ça. Voilà, celui-là. Donc là, en fait, en gros, c'est intéressant parce qu'ici, on va avoir des profils que vous connaissez tous, qui vont aller dans chaque étape. Donc moi, j'ai créé des profils à partir des étapes. Par exemple, le pré-contemplatif, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas décidé de changer. D'accord? Donc, et ces gens-là, ce sont des gens, soit ils sont dans la méconnaissance du sujet, ou ils sont dans la méconnaissance de leur propre part de responsabilité sur le sujet, et donc de leur propre part d'action, soit ils sont dans le déni. Donc vous connaissez le déni, hein. On parle plutôt de climato-scepticisme, mais en fait, ce n'est pas du scepticisme, c'est du déni de la situation. Le déni, c'est simplement qu'on considère que la situation n'existe pas. Donc effectivement, les derniers chiffres montrent que 37% des Français sont dans le déni. Donc 10% estiment que le réchauffement n'existe pas et 27% estiment qu'il n'est pas d'origine anthropique. D'accord ? Donc ça va créer des gens qui ne peuvent pas agir. Donc c'est important. Et ce modèle, qui date des années 80, a toujours estimé en moyenne que sur des changements aussi profonds, 40% des gens sont dans le déni. Donc on est bon. C'est dommage, mais on est bon. Ensuite, la personne, elle va passer à l'étape de contemplation où elle comprend les enjeux, elle comprend éventuellement sa part de responsabilité à peu près, mais, c'est le oui mais, elle est ambivalente. Okay, donc ça, on en connaît énormément. Et c'est à peu près 40% de la population encore. Et donc ces gens-là, c'est le gros des personnes qu'on peut accompagner. Hein, c'est plus compliqué d'accompagner le déni, même s'il y a des méthodes, mais voilà. Et donc après, on avance et la personne, elle va devenir en capacité de se préparer. Préparer l'action, la cadrer, la calibrer, déterminer les moyens dont elle a besoin, l'objectif, bien sûr, le comportement qu'elle veut adopter, le changement à adopter. Puis après, elle va passer à l'action, voilà, qui est en fait... l'action qui est souvent le Graal, le changement de comportement en tant que tel. On commence seulement à l'expérimenter. C'est la phase de test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tester une fois et ne plus jamais s'y reprendre. Donc en consommation, on va avoir un acte d'achat d'un produit bio, d'un produit éco-responsable, puis la personne ne revient plus au produit, elle reprend ses anciennes habitudes. Donc cette phase est charnière, et donc il va y avoir d'autres phases où on va consolider jusqu'à permettre que le comportement devienne une nouvelle habitude. Et pour ça, il y a des processus entre chaque étape qui permettent de dire cette personne est là, on sait la profiler. Je vais vous montrer un tout petit exemple. On sait la profiler et du coup, on sait quel processus on va mettre en œuvre en fonction de ce profil pour l'aider à passer à l'étape suivante. Donc, par exemple, tu veux le faire? Non, c'est bon. Alors, profil, voilà, la personne se sent concernée, elle aurait envie d'agir, mais elle est ambivalente, elle dit oui, mais, se sent impuissante, pas capable, pas le temps. Bon, ça, typiquement, c'est un contemplatif. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle passe l'étape pour aller vers la préparation de l'action, qu'elle sorte de son ambivalence pour dire « je me prépare ». Hein. Et ben, du coup, on va avoir des processus qui vont être très spécifiques, comme par exemple, on va construire le sentiment de capacité. Peu de gens le savent, mais il y a des facteurs humains qui sont extrêmement prédictifs dans la capacité d'agir ou pas, et le fait de se sentir capable de réaliser son objectif, c'est-à-dire de sentir que les actions qu'on va poser nous mènent à notre objectif, et ce qu'il y a de plus prédictif dans le passage à l'action ou le non-passage à l'action. Donc là, on va construire le sentiment de capacité, on va travailler sur les émotions
désagréables, les émotions agréables liées au changement. On va aller chercher les valeurs sur lesquelles la personne aussi veut fonder son action. Voilà. Ça fait partie des dispositifs possibles. Deuxième exemple, la personne a clarifié sa part de responsabilité, donc sa marge d'action. Elle agit parfois, mais elle revient en arrière. D'accord ? Et du coup, elle revient dans ses habitudes, elle est très sensible aux aléas. Par exemple, elle prend le vélo, puis elle arrête dès qu'il pleut, puis elle ne reprend plus le vélo, elle reprend la voiture. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ça, on le voit beaucoup dans les plans de déplacement d'entreprise. Il y a beaucoup cette problématique. Et bien ça, elle est à la phase d'action. Il faut aller vers le maintien. C'est-à-dire on va consolider l'action. Et donc là, on va identifier bien sûr les sources de rechute. On va chercher des contre-mesures. On va regarder toute l'organisation de la personne pour favoriser une nouvelle organisation. Parce qu'on ne change pas sans se réorganiser, c'est impossible. D'accord ? Quand on veut changer sa manière de consommer, on va devoir changer carrément sa trajectoire dans la grande surface, si on veut acheter du bio, par exemple, ou changer de grande surface. Voilà, donc ça, c'est du changement et ça demande un peu d'organisation, de préparation. Après, on va chercher le soutien social perçu. Si dans l'entreprise, une personne est toute seule à changer et que ce soutien, elle n'est pas soutenue par sa hiérarchie ou ses pairs, eh ben, on va voir là où elle peut être soutenue de façon à consolider. Ça aussi, le soutien social perçu, c'est une clé majeure de capacité à changer. Encore une autre clé majeure, la relation au pair. Il se trouve qu'on se sent capable d'agir à partir du moment où on voit les gens comme nous, avec les mêmes enjeux, les mêmes responsabilités qui changent. Donc, tout à l'heure, enfin, je vous en parlerai après, mais par exemple, la Convention des entreprises pour le climat qui a mis ensemble des dirigeants, c'était très pertinent parce que ça a justement favorisé ce sentiment de capacité. Voilà, rapidement, pour que vous voyez à peu près où on est. Je te laisse la parole sur la suite. Allez. Voilà, excusez-moi d'avoir zappé la slide précédente. Donc voilà, l'idée c'est qu'effectivement il n'y a pas la même qualité d'écoute pour ces différentes étapes et que cette écoute est un critère qui est plus déterminant du changement de comportement que les critères qu'on utilise aujourd'hui. D'où la contre-performance. La conséquence de ça, par exemple si on imagine les étapes du deuil, qui sont donc déni, colère, il y a tristesse et acceptation, j'en oublie une, mais peu importe. Si on dit à quelqu'un qui est en colère, les infirmières, elles l'ont tué, on dit, c'est pas pleurer qui ramènera la personne. Et il pleure pas, il est en colère. Si à l'inverse, la personne, elle pleure et qu'on dit, pourquoi tu te mets en colère? Et c'est ça qu'on fait, en fait. Et pire, on le martèle. Pour prendre un autre exemple, si on dit à quelqu'un, arrête de boire, ce que fait la pub, c'est qu'elle lui répète « arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire ». Et les addictologues nous disent que ce n'est pas ça qui va marcher. Mais nous, on fait ça. Parce qu'on croit à une chose, le call to action. Simple, court, précis. Arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire. Et ça rend les gens fous, en fait. Soit dépressifs, soit furibards. Et donc, on a, pour accélérer les ventes et les changements de comportement durables, un vrai enjeu de connaissance client, de rénover la connaissance client sur ces nouvelles bases. Pour les transitions, il faut probablement qu'on questionne les personas pour élaborer les personas de transition, parce que les personas ne prennent pas en compte les étapes de changement. Et le summum, c'est donc ça, accrochez vos ceintures, questionnez le call to action. C'est un formidable condensé de la massification des messages. Et donc, en route. On propose, avec Séverine, ça y est, deux premières offres. La première, c'est un atelier de formation, de mise en mouvement, et la deuxième, c'est une offre de consulting, je vous les résume. Primo, l'atelier, si vous voulez que vos équipes marketing comme RSE captent ce sujet de contre-performance, d'éléphant dans la pièce, on les plonge une demi-journée ou un jour dans le sujet. Donc, primo, présentation théorique et expérimentation d'une fresque des étapes du changement que tu as élaborée, qu'on ne peut pas vous présenter ici, mais c'est une expérience qu'on a faite et c'est complété par d'autres animations expérientielles qui sont aussi courtes et légères que puissantes. Et je parle en connaissance de cause, et si dièse aussi, parce qu'on les a vécues. C'est limite foudroyant et dynamisant, c'est pas abattant.
Et puis, après cette partie théorique et expérimentation, secundo, début de prise en main sur vos enjeux, de mise en œuvre, d'entrevoir les conséquences concrètes sur vos stratégies de message, de choix de vos publics, de canaux, etc. Par exemple, finalement, à quelle étape on veut parler? Bien sûr, on veut vendre plus, mais on commence par qui? La deuxième offre, c'est une mission de planning stratégique. Et là, imaginons que vos équipes sont embarquées. Et on les accompagne pour travailler plus des scénarios nouveaux pour obtenir des changements de comportement. Si elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas la bande passante, on ne vous propose plus la canne à pêche, mais on vous attrape directement des poissons. Et l'apport, c'est des pistes concrètes pour d'autres plans de communication, mais segmentés de manière plus pertinente, plus performante, en termes de passage à l'acte d'achat, par exemple, mais ça peut aussi être un passage de la phase de contemplation à la phase de préparation. Et dans une vague suivante, vous récupérez tous ces gens que vous avez bien préparés à l'action. On peut imaginer des stratégies plus opportunistes où vous allez prendre des gens qui sont déjà en consolidation, mais sur d'autres marques. Et vous allez les accompagner dans leur consolidation. Et ils vont dire, ah cette marque m'accompagne mieux. Je vais choisir cette marque de steak végétal, de je ne sais pas quoi. Voilà. Et fort de cette nouvelle, de ces nouveaux repères, il y a une question qui s'impose. Et si nous, les professionnels de la RSE, des changements de comportement, si on devait changer de comportement. Donc ça, c'est un peu délicat. Mais en même temps, peut-être qu'on a un truc à faire, c'est intégrer le fait incroyable que dans notre travail, dans nos campagnes de sensibilisation, actuellement, on segmente les publics sans le critère principal explicatif du changement. C'est difficile de se faire à cette idée. C'est vraiment difficile. On est dans une situation d'addiction. On est accro au call to action. Il y a des chances que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Voilà, maintenant... Vas-y. Peut-être quelque chose qu'on a oublié de dire. Donc, on est aussi sur une recherche-action dans laquelle on a embarqué l'ADEME, le service de com de l'ADEME. Je l'ai pas dit. On a oublié. Voilà, et avec Valérie Martin, la chef du service com, qui nous suit dans nos délires depuis des années. Et réciproquement. Oui. Et du coup, en fait, l'idée, c'était déjà de mettre un peu à plat la littérature sur comment la communication déjà prend en charge tous ces sujets. Donc ça nous a permis d'aboutir aussi à certaines des conclusions qu'on a partagées et de valider que ce modèle est le bon aussi. Comme l'a dit Guillaume, c'est un des modèles les plus éprouvés scientifiquement au monde. Ça a été créé dans les années 80 par les docteurs Prochaska, Di Clement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc c'est un modèle très fiable et aussi qui nous a montré... Alors dans cette recherche aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça nous a montré que la particularité de la consommation responsable, qui est sous-jacente bien sûr à tous ces actes de communication, c'est que ce ne sont pas juste des changements de comportement, mais plutôt des trajectoires de vie et des trajectoires de construction identitaire. C'est-à-dire que les gens qui ont... Alors, on ne peut pas vouloir... Un regard qui se passe. on peut pas vouloir que tout le monde ait une identité particulière par rapport à la consommation. L'idée, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'obtenir juste un passage à l'action. On l'a compris, parce que c'est un processus. Mais surtout parce que, à travers cette consommation, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a les pionniers qui ont consommé parce que c'était en accord avec leurs valeurs. Ça, c'est le principe du pionnier. Il fait des choses qui sont en accord avec ses valeurs. Okay ? Quand on n'est pas pionnier, c'est la consommation qu'on va avoir qui va construire, en fait, cette identité. Et donc, la construction d'une identité de consommateur, elle se fait sur le long terme par la multiplication des actes. D'où, en fait, pour nous, l'intérêt aussi d'utiliser un modèle par étapes qui intègre cette idée de trajectoire, de construction d'une histoire autour de la consommation. C'est ça qu'on veut essayer de transférer dans les outils de com pour aussi soutenir ça et, comme tu l'as dit, ne pas rester coincé sur le call to action. Voilà. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de call to, mais ça va peut-être être plus un call to change. On va penser à
quelle étape on veut adresser et qu'est-ce qu'on veut lui faire changer pour aller à l'étape suivante. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est un des enjeux de notre mission, la mission 2, la mission de planning stratégique, c'est comment on choisit cette étape. Une des choses qu'on découvre et qui semble, comme beaucoup de bonnes idées, une porte ouverte, c'est que le choix de l'étape de changement sur laquelle on va se centrer et on va déployer nos messages avec le plus d'efforts, c'est celle qui va correspondre à notre trésorerie, à votre trésorerie, à la trésorerie de l'annonceur. S'il a besoin de rentrer des ventes rapidement, il ne faut pas qu'il aille sur la précontemplation. Non, faut pas. S'il peut tenir 5 ans, parce qu'il a les reins plus solides que ses concurrents, c'est une excellente idée d'aller sur la précontemplation. Parce qu'il va accompagner des gens qui sont loin de vouloir passer au steak végétal, mais il va apprendre à les connaître. Quand ils arriveront en préparation, il les aura préparés sur des modes d'action qu'il a, lui, spécifiquement sur son steak végétal, peu importe lesquels. Donc, ça va être très intéressant de se caler sur la gouvernance, sur le plan d'affaires dans lequel une marque, une entreprise se situe. Et de tirer parti de ses forces stratégiques en termes de durée. Si elle doit faire vite, si elle peut tenir longtemps. Donc, par exemple, pour les assureurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il n'y a pas d'assureurs dans la salle, c'est un outil très intéressant parce qu'eux, ils ont le temps. On a dans la salle des gens qui viennent, qui sont étudiants, qui sont entrepreneurs. C'est intéressant de savoir qui est qui. On parlait des startups. Combien de start-upers dans la salle? Une personne. Donc là, effectivement, c'est l'ambition et la solidité du fond. Combien de personnes sont en entreprise? D'accord, beaucoup. Combien dans le B2B? Combien dans le B2C? Majoritairement B2C. Combien dans l'alimentaire? Beaucoup. Dans l'habillement, le transport, le bâtiment, l'énergie, la rénovation thermique. Donc voilà, dans chacun de vos segments, vous allez avoir des cycles, des étapes qui seront différentes. On peut tout à fait avoir affaire dans une même famille, donc le même profil CSP, hein, quelqu'un, 2 personnes, même des jumeaux, dont l'un est tout à fait prêt à renoncer au steak végétal, mais on ne touche pas à son voyage en Thaïlande. Et l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est du profond, c'est de l'intime. On a vu ça avec le Covid. Dans les mêmes familles, même culture, mêmes origines, même niveau d'équipement, etc. Clac, ça diverge mystérieusement. Ben non, c'est pas mystérieux, c'est des histoires personnelles. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir, vous, quel type de changement. Il y a un petit jeu qu'on a élaboré et avec lequel on pourra jouer si vous voulez. Quelle est la question qui vous gratte? C'est quoi le comportement durable que vous avez du mal à faire adopter? Est-ce que chacun en a un en tête? Qui n'a pas une envie de faire changer des comportements chez ses collaborateurs ou chez ses consommateurs? Tout le monde en a une. Et la question suivante, c'est est-ce que vous essayez de changer ça depuis des semaines? Probablement plus. Depuis des mois? Depuis des années? Depuis des décennies? C'est possible. Et ça prend des décennies à changer. Donc voilà, c'est très important. Et pour nous, c'est une chance de vous avoir ici parce qu'on a l'impression qu'on a une clé, il est l'heure d'arrêter et de prendre vos questions, qu'on a une clé pour faire évoluer nos métiers. Voilà. Est-ce que... ouais, on pourrait vous passer la parole. Ce qui m'intéresse particulièrement, tu as des points de vue que tu veux entendre? Est-ce que je peux me permettre d'interpeller quelqu'un précisément qui travaille dans la distribution, avec qui j'ai parlé 2 phrases, et donc il y a des enjeux de changement de comportement. Il y a quelqu'un qui travaille chez Super U et lui demander est-ce que ça résonne avec la connaissance conso que cette personne a. Est-ce que madame, vous voulez bien nous dire si ça vous semble délirant ou pas forcément débile? Ouais, vous dites comme...
Oui, c'est ça. Vous dites qu'il y a une barrière, c'est comment on constitue les poches et comment on identifie qui est dans quoi. Et c'est intéressant parce que dans barrière, il y a barrière à l'entrée. Ça veut dire qu'on va créer une connaissance client qui va être difficile à acquérir pour les autres aussi. Et donc, on va créer un facteur de performance compétitif distinct. C'est bien un enjeu de connaissance client qui sont des choses qui prennent du temps à faire. Et pour identifier qui est dans quelle étape, est-ce que tu veux apporter des réponses un peu où j'y vais? Il y a une vague test d'étalonnage. Et dans cette vague d'étalonnage, on va essayer, une fois qu'on a choisi par exemple de s'adresser à 2 étapes, sur chaque étape qu'on va travailler, on va envoyer non pas 1, 2, 3 messages pour avoir de la répétition, du carpet bombing, mais plein de messages. Et on va voir quels clics ont lieu, sur quel parcours de navigation et avec quel point de profilage périphérique. Bien sûr, les CSP, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, les centres d'intérêt et tout ce qu'on réussira à avoir comme point de repère. Et là, on va pouvoir constituer les personas de transition, parce que c'est vrai, on ne les a pas aujourd'hui. Et le danger, c'est de dire, comme c'est compliqué, on continue à travailler avec les personas. Et donc voilà, il y a une phase test qui est très importante. Et derrière, on peut dire que toutes les phases, les vagues continueront à être des vagues tests, puisque c'est un réapprentissage, puisqu'il ne s'agit plus de consommer, et qu'il ne s'agit pas non plus de dire « arrête de surconsommer, arrête de boire, arrête de fumer », et de rendre les gens fous. Donc voilà, c'est une excellente question, votre question. Est-ce que j'ai répondu un peu ? Et du coup, est-ce qu'il y a des questions? Madame? Alors c'est un peu faussé, je connais bien Séverine. Ma question, c'est aujourd'hui, quand on parle de décroissance, on incrimine aussi la communication. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible une communication responsable et le fait que finalement, on veut changer le comportement au service de quoi? Vas-y, prends. Là, en fait, là, on peut aller assez vite, assez loin. Mais c'est vrai que quand on veut de la décroissance, c'est pourquoi? C'est pour qu'il continue à y avoir des légumes à manger et d'autres choses et que la vie puisse continuer, le vivant. Mais qu'est-ce qui caractérise quelque chose qui est vivant? Ça croît. Donc, on ne veut pas décroître. On veut maintenir les capacités de croissance du vivant. Bien sûr, il décroît quand il meurt. Mais on veut que ça continue à pousser. Et donc, quand on dit on veut de la décroissance, ce n'est pas vrai. On veut protéger les capacités de croissance. Et donc, la promesse, elle est là. Et la communication peut aider à changer les comportements pour préserver les capacités de croissance encore existantes et en régénérer. Et les capacités de croissance passent par exemple, un changement de comportement en termes de climat, en termes de pollution et les 8 limites planétaires. Ça englobe tout. Donc voilà pourquoi je dis qu'on peut aller assez vite, assez loin et questionner la question de décroissance et se rappeler qu'en fait, ce qu'on veut, c'est surtout de la décroissance matérielle, mais pour d'autres croissances matérielles aussi. Et puis une croissance émotionnelle qui est effectivement un peu oubliée. La croissance émotionnelle consistant à s'aimer chaque jour où on se lève, produisant ainsi un moment de croissance physique. Je peux donner peut-être un complément d'éclairage aussi, parce que c'est une question sur laquelle on discute beaucoup avec l'ADEME, puisque l'ADEME est plutôt dans le mouvement effectivement de la déconsommation, alors c'est pas le mot, déconsommation matérielle. Et du coup, effectivement, ce type de projet, on pourrait être à la limite. C'est-à-dire que bon, ce type d'outils, pour nous, il y a 2 axes en fait. Il y a à la fois, comme on l'a dit, le fait de pouvoir soutenir la consommation de produits clairement bonifiés dans leur conception, dans leur avantage écologique. Donc, on parlait du soja pour aider à la déconsommation de la viande. Et ça peut être aussi tout simplement les produits laitiers. On a vu qu'il y a eu tout d'un coup une rupture dans la consommation de lait bio. Il y a eu un recul de la consommation de produits bio. Donc ça, c'est vraiment des coups durs sur l'évolution de la consommation. Donc ça, nous, on veut soutenir des produits comme ça, qui ne trouvent pas leur public ou qui le trouvent des publics trop fragiles dans
dans ce qu'ils mettent dans leur façon de consommer. Et puis, ça va servir aussi pour des changements de comportement tels que la mobilité durable, hein, que ce soit citoyenne, que ce soit dans les entreprises. Et puis, donc pour favoriser le covoiturage, le fait de prendre le bus, voilà, tout ça, c'est des comportements hein, qui peuvent être aidés par ce modèle. Et puis, on va avoir aussi, je crois que j'ai tout dit, non? Oui, j'ai tout dit. Et donc, effectivement, le seul... là où on n'ira pas, c'est de pousser à la surconsommation, même de produits... parce que c'est vraiment là la limite. Hein. On pourrait continuer à surconsommer parce qu'on est quand même encore dans ce modèle culturel qu'on doit croître notre consommation pour maintenir un modèle économique, un système économique viable. Ça, c'est une belle idéologie massive qui est difficile à bouger. Et nous, on doit être vigilants à participer à ça, c'est évident. Et c'est non seulement une idéologie, mais c'est un mensonge, puisque la surconsommation est le facteur numéro 1 de décroissance. Ce qu'on appelle de la création de la valeur, c'est de la destruction, en fait, à une échelle planétaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes quoi? Qui a compris quelque chose? Alors, s'il n'y a aucune main qui se lève... il ne faut pas dire ça, enfin. Non, mais si qui n'a rien compris, il n'y aura personne. Qui a, au-delà de comprendre quelque chose, qui a appris quelque chose de nouveau, parce que vous auriez pu, merci, comprendre des choses que vous saviez déjà. Qui a appris quelque chose de nouveau? OK. Qui a appris quelque chose d'utile pour lui dans sa pratique professionnelle ou personnelle? Ah oui, c'est bien. Et... j'ai repéré les gens qui se sont ennuyés. Qui a dormi? Si vous dites oui, c'est pas crédible. Qui a dormi. D'accord. Qui a un trou à la place en réponse à la question? Voilà le changement de comportement que je peine à générer, à obtenir. Vous avez tous une idée, d'accord? OK. Donc voilà. Moi, j'ai encore des petites questions que j'ose pas poser. J'ai une question à Madame de Materne que je suis allé voir. Ça fait quoi à quelqu'un de Materne de voir ça? Est-ce que c'est complètement inutilisable, trop compliqué, galactique, ou est-ce que vous voyez un petit peu des résonances avec votre pratique? Vous voulez bien dire deux mots? Bonjour, donc Virginie Bouvet, en charge de la stratégie d'innovation pour le groupe Materne. Oui, tout ce qui a été présenté fait plein de bon sens, en fait, finalement, je trouve. J'ai pas appris grand-chose, mais c'est très bien de se réentendre dire des choses que l'on connaît déjà, que voilà, le changement, la conduite du changement, c'est tout un processus et que c'est pas forcément facile. Quoi dire d'autre? Je sais pas, sur la trajectoire, que les choses doivent... les récits, le changement de comportement doit s'accompagner de campagnes de com et de nudge et d'actions progressives pour embarquer progressivement. C'est pareil, ça me fait un peu partie du bon sens, à mon sens. Donc voilà. Voilà. Peut-être qu'on peut même mettre la dernière page où il y a nos contacts. Si vous voulez obtenir la présentation, vous nous envoyez un mail ou un SMS. Et si vous voulez continuer à discuter, on se retrouve dans le couloir. J'ai vu trop de gens qui travaillent dans l'alimentaire pour imaginer que vous allez tous partir. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Merci à tous. Juste pour ceux que ça intéresse, que la question du facteur humain intéresse, je serai à une autre conférence à 16h30. Alors j'ai oublié la salle, je suis hyper désolée, mais 16h30 avec Stéphane Labranche, qui est un sociologue au GIEC et qui est directeur scientifique du GIECO, du GIEC du comportement, et puis avec Caroline Schild, directrice RSE chez Avia Picotti, qui a vécu le processus de transition intérieure à travers son expérience à la Convention des entreprises pour le climat.
Voilà, donc l'idée, c'est de parler de l'articulation entre le facteur humain et les démarches RSE. Et ce sera animé par Amélie Rouvin de EcoSophia. voilà, donc vous êtes bienvenus pour poursuivre sous un autre angle le sujet. Bonne suite.